Chapitre 1. Un camé en morceaux-huile. Il y a des jours où même les esprits les plus rationnels ne peuvent s'empêcher de ressentir l'attraction des présages, ces curieux mouvements dans l'air, qui murmurent que quelque chose est sur le point de changer. Je me souviens très bien d'un de ces matins, gris et vifs, avec une brume qui s'accrochait au pavé à l'extérieur de Whitehaven Mansions, comme si Londres, elle-même, s'était arrêtée pour observer ce qui allait se dérouler. Hercule Poirot terminait sa deuxième tisane de la matinée, ajustant le placement de sa serviette avec une précision méticuleuse. Moi, son toujours dévoué ami, le capitaine Hastings, n'était qu'à la moitié de mon café, distrait par l'ennui du Thames et la perspective tout aussi ennuyeuse d'une autre semaine sans incident. « Poirot, dis-je en pliant le papier en signe de défaite, vous devez sûrement l'admettre. Rien ne se passe dans le monde aujourd'hui. » Poirot ne leva pas les yeux. Il tamponna une miette invisible au coin de son assiette. Au contraire, mon ami, dit-il doucement, il se passe toujours quelque chose. Il suffit de posséder le petite cellule grise pour le percevoir. J'ai ri. Et que perçoivent tes petites cellules grises ce matin? Que notre courrier sera en retard de 5 minutes, dit-il en jetant un coup d'œil à la pendule de la cheminée. Et que la femme qui franchira cette porte dans l'heure ne sera pas venue pour plaisanterie, mais par peur. J'étais sur le point de lui demander ce qu'il voulait dire, quand 5 minutes plus tard, précisément, la cloche sonna. Miss Lemon, toujours prompte, apparut avec une carte sur un plateau. Poirot le prit, examina les bords et haussa un sourcil. « Madame Céleste Dulac, lut-il à haute voix, du théâtre d'Ulysse, un nom connu de ceux qui suivent la scène française. » Il ajusta ses poignets. « Faites-lui entrer, Miss Lemon. » Quelques instants plus tard, notre visiteur entra. Elle était frappante, grande, brune, avec l'aplomb d'une femme habituée aux scènes et aux regards. Mais son expression était loin d'être théâtrale. C'était tendu d'inquiétude. « Monsieur Poirot, » dit-elle, en s'inclinant légèrement, « je suis venu vers vous parce que je crois que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. » Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Dites-moi tout, madame, depuis le début, s'il vous plaît. » Elle s'assit, lissant ses gants avec précaution. Il s'agit d'un camé, un ancien, en ivoire sculpté, serti dans un médaillon en argent. Il appartenait à ma mère et avant elle, à ma grand-mère. Il a toujours été un gage dans notre famille. Pas précieux, mais sentimental. Et, si vous me permettez, un peu superstitieux. « Continuez, » dit doucement Poirot. « Hier soir, il a été brisé. Pas tombé, pas fissuré par l'âge. Délibérément écrasé. J'ai cligné des yeux. Comment peux-tu en être sûr? Il se trouvait dans ma loge au théâtre, enfermé dans un tiroir privé. Et quand je suis revenu, après la représentation finale, il avait été cassé et placé sur mon miroir pour que je puisse le voir immédiatement. » Poirot se pencha en avant, les doigts croisés. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucun. Seulement le médaillon ouvert, sa face ivoire brisée et les morceaux disposés en cercle parfait sur le bord du miroir. Elle fit une pause et baissa les yeux. Et sur le verre, en rouge à lèvres, un seul mot, souvenir. Un frisson me piqua le cou. Poirot resta immobile, même si je vis un éclair rapide dans ses yeux. « Tu n'as rien pris d'autre? Pas d'argent? Pas de bijoux? Rien d'autre n'a été touché. Seulement le camé. »
Et avez-vous une idée de qui aurait pu faire une telle chose? Elle hésita. Il y a des tensions au théâtre d'Ulysse, des rivalités, des jalousies. Mais cela paraît plus vieux, plus personnel. Poirot hocha la tête une fois. Vous avez dit que le médaillon n'avait pas de valeur, pas en termes d'argent, mais c'est lié à ma famille, au passé de ma mère. Elle n'en parlait qu'à voix basse. Ta mère est toujours en vie, elle est décédée il y a 5 ans, mais avant sa mort, elle m'a prévenu. Si jamais le camée se brisait, cela signifierait que quelque chose allait arriver, quelque chose qui ne pouvait pas être arrêté. Elle rougit légèrement. Je sais que cela semble absurde, mais je feutre ça, monsieur Poirot. Celui qui a fait ça le pensait comme un message. Poirot se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Dites-moi, madame, est-ce qu'une personne inhabituelle est entrée dans votre vie récemment? Un nouvel admirateur, une ombre au théâtre, un changement dans votre entourage ?» Elle hocha lentement la tête. Oui, un homme. Il est venu à chaque représentation cette saison. Il s'assoit toujours au 3e rang, n'applaudit jamais, ne parle jamais. Il part dès que le rideau tombe. Connaissez-vous son nom? Non, mais il laisse un seul œillet blanc à chaque fois. Poirot se tourna. « Madame Dulac, me permettez-vous d'aller au théâtre ce soir? » « Bien sûr, je vous en serai reconnaissant. » Il s'inclina. « Ensuite, nous observerons, et peut-être que l'homme au 3e rang nous donnera notre premier véritable indice. » Alors que Madame Dulac partait, Poirot se tourna vers moi, son expression illisible. Une apparition brisée, un admirateur silencieux et un avertissement. « Énigmatique, dis-je. Un étrange cocktail, en effet. »« Étrange, oui, » acquiesça Poirot. « Mais aussi soigneusement composé ?» J'ai froncé les sourcils. « Vous pensez que c'était plus qu'un message? » « Je pense, » dit lentement Poirot, « que le camée n'est pas le début d'une histoire. C'est un rappel d'un déjà en cours. Ce soir-là, nous arrivons au théâtre d'Ulysse. C'était une salle grandiose mais vieillissante, nichée derrière Covent Garden, remplie ce soir-là d'amateurs de théâtre en quête de drame. Mais Poirot ne regardait pas la scène, il regardait le public. Et quand tomba l'acte final, son regard se fixa sur une silhouette du 3e rang, un homme en manteau sombre qui se leva sans applaudir, marcha sans hâte et laissa un seul œillet blanc sur son siège vide. Poirot le suivit. Je traînais derrière, mon pouls s'accélérant. Mais lorsque nous avons atteint l'allée, l'homme avait disparu. Aucun son, aucun pas, seulement le léger parfum d'œillet dans le brouillard. Poirot resta immobile, le visage marqué par la concentration. « Ça commence, » murmura-t-il. « Qu'est-ce qui commence ?» Il s'est tourné vers moi, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de rare. L'urgence, meurtre, Hastings, pas encore commis, mais promis. Chapitre 2. Un visage dans le miroir. Le lendemain matin, Poirot et moi sommes retournés au théâtre d'Ulysse, non pas en tant que clients cette fois, mais en tant qu'enquêteurs. Madame Dulac avait organisé notre accès, et nous arrivâmes un peu après 10 heures, alors que les couloirs du théâtre étaient encore plongés dans la pénombre, et que les odeurs de peinture grasse et de vieux velours flottaient comme un fantôme dans l'air. Poirot s'arrêta dans le hall, son regard dérivant lentement sur le haut plafond en forme de dôme
et le lustre vieillit au-dessus. « Vous voyez, Hastings, dit-il doucement, le théâtre est une maison d'illusions. Mais les illusions doivent être conçues avec précision, tout comme les mensonges. J'acquiesçais, même si je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil nerveux autour de moi. Il y avait quelque chose dans les théâtres, en plein jour, qui me déstabilisait, comme voir un magicien sans son costume, ou un rêve aux bords effilochés. Nous avons été accueillis dans le hall par un homme harcelé, portant une cravate trop serrée pour être confortable et des lunettes perchées de manière précaire sur le bout de son nez. Monsieur Poirot, Réginald Venn, directeur du théâtre. Madame Dulac m'a dit que vous viendriez. Je dois admettre que je suis surpris. Elle croit que quelqu'un a écrasé un bibelot pour lui envoyer un message? Poirot offrit un petit salut courtois. Ce sont souvent les plus petits gestes, monsieur, qui signalent les intentions les plus graves. Pouvons-nous examiner sa loge? Bien sûr, par ici. Pendant que nous marchions, Venn continuait d'un ton pressé et anxieux. Elle est assez populaire. Auprès du public, vous savez, notre Céleste, mais pas auprès de tout le monde en coulisses. Elle attire l'attention, dessine des rôles, dessine des personnages. Envie. Envie? J'ai demandé. Certainement. L'ingénue. Miss Ingram, par exemple. Un talent montant, mais elle est dans l'ombre de Céleste depuis son arrivée. Eh bien, sûr, il y a notre protagoniste, Claude Marchand. Poirot haussa un sourcil. Un rival en admiration? Oh, plus que de l'admiration, je suppose, dit Venn avec un soupir. Mais qui peut dire où finit l'admiration et où commence l'obsession? Nous arrivâmes à la loge de Madame Dulac. Venn a déverrouillé la porte et nous a laissé entrer. L'espace était modeste, bien corné d'un éclairage tamisé, de roses fanées dans un vase et d'un long miroir encadré d'ampoules désormais éteintes. Poirot se dirigea vers la vanité et examina la vitre. « Vous voyez la tache ici, Hastings, la légère courbe où le rouge à lèvres épelait autrefois « souvenir ». C'était à peine visible maintenant, mais le contour restait. Poirot s'agenouilla alors pour examiner le tiroir. Il passa ses doigts le long du bord intérieur, s'arrêtant sur une légère rainure près du dos. « C'est là qu'elle a gardé le camée, a-t-il déclaré. Vous voyez, le motif de poussière n'a pas été perturbé jusqu'à récemment. » Il regarda ensuite le sol, scrutant attentivement. Puis, soudain, il se redressa et se dirigea vers le coin du fond de la pièce, là où les boiseries rencontraient le mur. « Il y a une fissure ici. Un panneau, peut-être? Quelque chose de caché derrière. » Les murs? Pensez-vous que l'intrus est passé par là? Peut-être. Les théâtres de cette époque sont pleins de couloirs cachés et de faux dos. Parlons à ceux qui les connaissent le mieux. Nous avons quitté la loge et sommes rentrés dans le couloir principal où nous avons failli entrer en collision avec une jeune femme qui tenait en équilibre une pile de costumes. Elle haleta et faillit les laisser tomber, puis cligna des yeux en signe de reconnaissance. Oh, je ne savais pas que quelqu'un utilisait le vestiaire. Venn la présenta. Mademoiselle Ingram. Evelyne Ingram. Notre nouvelle soprano. Monsieur Hercule Poirot. Et le capitaine Hastings. Evelyne offrit un sourire poli, mais ses yeux étaient très prudents. Vous êtes venu à propos de l'incident, dit-elle. Vous en êtes au courant, demanda Poirot. C'est tout ce dont tout le monde parle dans les coulisses.
Vous pouvez imaginer, le médaillon brisé, le message du rouge à lèvres. C'est comme quelque chose d'une de nos productions. Sa voix était légère, mais je sentais un tremblement derrière elle. Poirot l'étudia attentivement. « Dites-moi, mademoiselle, saviez-vous que le médaillon de Madame Dulac avait une signification ?» Elle hésita. Elle le portait toujours. Elle en parlait comme d'un charme. Mais je pensais que c'était romantique, pas inquiétant. Poirot inclina la tête. « Et hier soir, vous n'avez pas vu un homme quitter le théâtre de bonne heure. Troisième rang, œillet blanc. » Elle fronça les sourcils. « Je suis sorti par l'entrée de la scène, mais je n'ai vu personne d'inhabituel. Claude, monsieur Marchand, m'a proposé de me reconduire chez moi. J'ai refusé. Il était dans une de ses humeurs. » Poirot haussa un sourcil. « Humeur, mademoiselle ?» Elle soupira. « Il est dynamique. Quand le public applaudit ce leste, il le prend personnellement. » Même en dehors de la scène, elle eut un sourire sec, surtout en dehors de la scène. Poirot la remercia et se tourna vers Veynes. « Je voudrais parler à ce monsieur Marchand, s'il vous plaît. » Veynes nous a conduits à la salle verte, un espace somptueux mais délavé, rempli de fauteuils, de pupitres et de tasses de thé à moitié finies. Claude Marchand se tenait près de la cheminée, son reflet reflété dans un miroir mural, derrière. Lui, il était frappant, grand, ciselé, vêtu d'un costume sombre qui s'accrochait trop délibérément à ses formes. Il s'est retourné lorsque nous sommes entrés et nous a fait un signe de tête avec le charme forcé d'un acteur au milieu d'une scène. « Ah, monsieur Poirot, dit-il, vous venez dénicher des intrigues en coulisses ?» Poirot sourit. « Peut-être, ou peut-être pour démêler une tragédie avant qu'elle ne se produise. » Le sourire de Marchand s'effaça. « Vous parlez comme si quelque chose s'était déjà produit. » Poirot s'approcha. « Monsieur Marchand, étiez-vous là hier soir après la représentation ? » Pendant un moment. J'ai pris un verre dans la salle verte, puis je suis parti. Seul ? Marchand hésita. J'ai proposé à Evelyne Ingram de l'emmener. Mais elle a refusé. Je suis passé devant le hall d'entrée, j'ai hélé un taxi. Vous pouvez demander au porteur. Poirot hocha lentement la tête. Et l'œillet blanc ? Marchand cligna des yeux. Je vous demande pardon ? La voix de Poirot était douce. L'homme du troisième rang, celui qui laisse un œillet chaque soir. Le... Connaissez-vous ? Le sourire de Marchand revint, mais il s'affaiblissait désormais. Aucune idée. Cela semble dramatique. Convient à notre public. Le regard de Poirot s'attarda encore un instant, puis il se tourna. « Merci, monsieur. Ce sera tout. » Alors que nous quittions la salle verte, je me penchai vers Poirot. Le croyez-vous ? Poirot resta silencieux pendant plusieurs pas. Puis il dit « Je crois que c'est un homme habitué à être vu, et il n'aime pas voir les autres davantage. » Nous sommes retournés une dernière fois au vestiaire avant de repartir. Poirot se tenait une fois de plus devant le miroir, regardant sa surface argentée comme s'il contenait plus de vérité que n'importe quel mot prononcé ce jour-là. Et il plaça le bout de son doigt contre la vitre. Un miroir reflète Hastings, mais il ne juge pas. Il nous montre seulement ce que nous sommes prêts à voir. Et que vois-tu ? Poirot recula. Je vois une apparition, écrasée non pas par sentiment,
mais par avertissement. Et je vois une femme. Qui craint son passé, parce qu'il n'est plus sous son contrôle. Il s'est alors tourné vers moi. La question, mon ami, n'est pas OMS à casser le médaillon. C'est pourquoi maintenant. Et dans sa voix, je sentais que la réponse se formait déjà, aussi silencieuse qu'un murmure derrière le rideau. Chapitre 3. Les ombres derrière le rideau. Il était milieu d'après-midi lorsque nous regagnâmes le théâtre du Lys. Poirot avait demandé de l'intimité dans la loge de Madame Dulac pendant exactement 1 heure, et pendant ce temps j'errais seul dans les couloirs du théâtre, familier désormais avec le léger gémissement du vieux bois et l'odeur de moisi du velours usé par des décennies d'applaudissements. Quand je l'ai rejoint, je l'ai trouvé, n'examinant pas le contenu de la pièce, comme je m'y attendais, mais assis les jambes croisées sur le sol devant le miroir, les yeux plissés, les sourcils froncés par la concentration. « Qu'est-ce que tu fais là-bas, au nom ?» « Du ciel ?» j'ai demandé. Poirot ne détourna pas les yeux du plancher. « Mon cher Hastings, je mène une expérience en psychologie. Viens et regarde. » Je m'avançai et vis qu'il avait éparpillé les minuscules fragments du camée brisé sur un mouchoir posé sur le tapis. « Vous voyez, dit-il, ils ont été disposés délibérément sur le miroir. Un cercle parfaitement formé. Mais quelqu'un se tenait là pour les placer. Et le miroir aurait reflété leur visage pendant qu'il le faisait. J'y ai pensé. Une sorte de message pour eux-mêmes? Non, dit Poirot. Une représentation. Comme pour toute chose au théâtre. L'effet Et tout. Mais c'est le angle. Je considère que c'est le plus intrigant. Il se leva, époussetant soigneusement son pantalon. Celui qui a placé les pièces ne s'est pas attardé. Ils ont travaillé rapidement, précisément. Cela nous indique qu'ils avaient accès, qu'ils connaissaient l'espace et qu'ils étaient sûrs qu'ils ne seraient pas attrapés. Quelqu'un dans les coulisses? Exactement. Nous sommes sortis de la loge et sommes entrés dans les coulisses de la scène, où les préparatifs pour le spectacle de la soirée avaient déjà commencé. Le rideau était toujours tiré, mais le décor avait été partiellement construit. Une scène de salon élégante habillée de meubles d'époque et rétro-éclairée avec des gels sépia. L'illusion de richesse, de calme, faussement serein. Poirot fit une pause. « Dites-moi, Hastings, vous souvenez-vous de l'homme d'hier soir, celui avec l'œillet ?»« Bien sûr. » Il était assis au 3e rang, seul. Il s'est glissé dès que... Le rideau est tombé. Oui, Poirot hocha la tête pensivement. Et pourtant, aucun acteur ni machiniste ne semble le connaître. Pas de nom, pas de demande, pas d'interaction. Curieux, n'est-ce pas? J'ai froncé les sourcils. Vous pensez qu'il n'est pas qu'un simple admirateur? Je pense qu'il n'est peut-être pas du tout un admirateur. À ce moment, une voix basse nous interrompit. Vous n'êtes pas le premier à vous interroger sur l'homme à la fleur. Nous nous sommes retournés pour voir une silhouette élancée émerger de l'ombre. Il avait peut-être la 60aine, avec une silhouette voûtée et de longs doigts légèrement tachés d'encre. Sa veste était usée mais propre, et ses yeux pâles et vitreux nous regardaient avec un léger amusement. Je m'appelle Félix, je gère les accessoires, je suis ici depuis avant la guerre. Poirot inclina la tête.
Monsieur Félix? Vous dites que vous connaissez cet homme? Je l'ai vu, dit Félix en s'appuyant contre une pile de caisses. Pas seulement cette semaine. Pendant des mois. Il vient toujours les soirs où Madame Dulac joue. Même rangée. Même fleur. Il part, toujours dès que les lumières s'éteignent. Poirot fit un geste doux. Et tu ne lui as jamais parlé? Personne ne l'a fait. Pas même le personnel de la billetterie. Il achète son billet par la poste. En espèces uniquement. Il demande « La même place, troisième rangée, centre-gauche ». Les yeux de Poirot se sont aiguisés. C'est très précis. Félix hocha la tête. Il y a plus encore. Une fois, je l'ai aperçu dehors, après un spectacle. Il n'était pas seul. Poirot s'approcha. Ah? Il parlait à une femme, d'âge moyen, voile sombre, le genre de femme qui ne veut pas être vue. Ils se sont disputés. Doucement, mais brusquement. Et puis, elle s'est éloignée, et il ne l'a pas suivie. Le visage de Poirot s'assombrit de réflexion. Madame Dulac a-t-elle jamais mentionné quelqu'un correspondant à cette description? Pas pour moi, dit Félix, mais elle est nerveuse ces derniers temps. Vous pouvez le sentir dans sa voix quand elle chante, comme si elle regardait par-dessus son épaule. Poirot remercia le vieil homme et revint dans le hall avec moi à ses côtés. « Vous voyez, Hastings, dit-il, maintenant nous sommes au cœur du problème. De quoi exactement? C'est la raison pour laquelle le camé a été détruit. Nous sommes passés devant le guichet et Poirot s'est arrêté. « Pardon, mademoiselle, dit-il à la jeune femme derrière la vitre. Pourriez-vous Récupérer l'enveloppe du siège 3C d'hier soir? La jeune fille hésita, puis recula et feuilleta un dossier. Elle revint un instant plus tard avec une enveloppe couleur crème marquée 3C. À l'intérieur se trouvait le talon, propre, non froissé. « Jamais déchiré », murmura Poirot. La jeune fille avait l'air incertaine. Il n'est pas passé par l'entrée principale. S'il a utilisé le ticket, il est entré par le côté est, par le couloir de la Seine. Merci. Nous avons quitté le bâtiment et nous sommes tenus sur le trottoir. Poirot sortit un petit carnet et nota quelques mots. Vous pensez qu'il a accès par l'arrière? J'ai demandé. Je pense qu'il est... C'était une partie du théâtre, répondit Poirot. Où l'était? C'est pourquoi personne ne le questionne. Il appartient et n'appartient pas. Comme un fantôme revenu voir une pièce de théâtre qui ne se souvient plus de lui. Nous sommes retournés à Whitehaven Mansion juste au moment où le brouillard commençait à tomber à nouveau. À l'intérieur, Poirot posa les fragments du camé sur son bureau et commença à les réorganiser pièce par pièce. Comme une mosaïque, il y a autre chose ici, murmura-t-il. Une connexion pas encore vue. Je m'assis en face de lui, observant la concentration de son expression. Poirot, dis-je doucement, pensez-vous que Madame Dulac soit réellement en danger? Il leva les yeux. Elle est déjà... En danger, Hastings. Mais elle ne sait pas de qui. Il plaça le dernier fragment, une boucle d'ivoire qui ressemblait au bord d'un visage, à côté des autres, et recula. Là, dit-il, l'image était incomplète, mais maintenant, les traits de la sculpture étaient plus clairs. Non pas une silhouette anonyme, comme je l'avais supposé, mais le profil d'une femme avec les cheveux rejetés en arrière et une broche distinctive gravée sous le décolleté. Poirot le tapota.
Ce n'était pas une apparition anonyme, c'était une ressemblance. La réalisation s'est levée. Vous voulez dire que la sculpture était celle de quelqu'un que madame Dulac connaissait? Non, dit Poirot. De quelqu'un qui la connaissait, peut-être intimement, et qui a cru qu'elle avait oublié. Il se leva brusquement. Je dois lui parler. À nouveau. Ce soir, je me suis levé aussi. Dois-je venir? Non, mon ami. Je dois y aller seul. Il récupéra son manteau et partit en toute hâte, sa silhouette disparaissant dans le brouillard, au moment où les cloches de Saint-Martin sonnaient 6 heures. Je suis resté derrière, regardant les fragments laissés derrière moi. Et même si je ne savais pas encore pourquoi, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque part dans le motif ne se trouvait pas seulement le visage d'une femme, mais le visage de celui qui l'avait brisé. Chapitre 4. Le visiteur dans le brouillard. Le brouillard s'était épaissi, jusqu'à devenir un poids de velours, au moment où Poirot arrivait rue Montaigne, l'étroit croissant de Kensington, où Madame Céleste Dulac louait une maison de ville modeste mais aménagée avec goût. Il se tenait derrière un portail bas en fer forgé et était à moitié englouti par le lierre, sa lampe frontale projetant un faible halo dans la brume. Poirot fut introduit par une femme de chambre qui parlait à peine plus bas qu'un murmure et lui offrit du thé dans une délicate tasse en porcelaine qu'il toucha à peine. Madame Dulac le rejoignit dans le salon quelques instants plus tard, vêtue non de ses soies habituelles, mais d'une robe grise, le visage exempt de peinture et de poudre de Seine. Sans cet artifice, elle paraissait plus âgée, moins comme une star que comme une femme poursuivie par quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. « Je suis reconnaissante que vous soyez venu, monsieur Poirot, » dit-elle, en s'enfonçant dans le canapé en face de lui. « Je me sens mal à l'aise depuis notre dernière conversation. C'est parce que, madame, dit doucement Poirot, vous êtes pourchassée. » Ses yeux se tournèrent vers lui, surpris. Ensuite, elle les abaissait. « Par qui ?» murmura-t-elle. « C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Mais d'abord, vous devez m'aider en répondant sans omission, sans vernis, comme si vous ne jouiez pas. Mais avouiez. » Elle hocha la tête. Poirot se pencha en avant, les doigts croisés. « Le camé, madame Dulac ?» Ce n'était pas simplement un souvenir, c'était une ressemblance. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oui. Tu as raison. » « De qui ?»« Ma mère, » dit-elle, doucement. « Quand elle était jeune, elle a été sculptée d'après une photographie par un artisan voyageur. Ma grand-mère l'a fait commander juste après les fiançailles de ma mère. » Les yeux de Poirot se sont aiguisés. « Fiançailles ? À un homme qu'elle n'a jamais épousé. Un homme dont elle a ensuite refusé de parler. Je n'ai jamais connu son nom. Seulement que quelque chose s'est terriblement mal passé. Et vous pensez que la destruction du camé est liée à cette histoire ?» Elle hocha la tête. « Je n'en ai jamais parlé à personne. Mais maintenant, quelqu'un doit le savoir. Quelqu'un d'alors. » Poirot pencha la tête. « Vous avez dit précédemment que votre mère était décédée il y a 5 ans. Avant cela, a-t-elle déjà été contactée par quelqu'un de son passé? Quelqu'un d'inhabituel? Un visiteur? Une lettre ?» Madame Dulac hésita. Il y avait une lettre. « Je l'ai trouvée parmi ses affaires après son décès. Elle n'était pas signée, juste une date et une phrase. Tu as menti. » « Vous avez menti, » traduisit Poirot. « Oui. Je ne l'ai jamais compris.
L'avez-vous toujours? Elle hocha la tête. Et se leva, disparaissant brièvement dans la pièce voisine. Elle revint avec une fine enveloppe au coin jauni. Poirot le prit doucement et examina le papier. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture manuscrite au recto, seulement la date. 12 mars 1902 et la phrase « Tu as menti griffonné » sur la page intérieure. Cela n'a pas été envoyé par courrier, a-t-il déclaré. Cela a été remis en main, propre. Elle ne dit rien, et le silence confirma ses soupçons. Poirot se leva. « Madame, je dois vous demander quelque chose de désagréable. Votre mère a-t-elle eu un enfant avant vous? Ou en a perdu un? » Elle détourna le regard. Il y avait des rumeurs parmi les membres les plus âgés de notre famille. Ma grand-mère appelait ça la saison du chagrin. Ma mère n'a jamais rien confirmé, mais elle pleurait parfois dans Son sommeil. Le regard de Poirot se plissa légèrement. « Je crois que quelqu'un vous surveille. Je crois que quelqu'un se sent trahi, non pas par vous, mais par la femme dans ce médaillon. » Madame Dulac se serra les bras. « Tu penses que c'est une... » « Vengeance, je pense, a déclaré Poirot. C'est un héritage. » On frappa soudain à la porte d'entrée. Poirot se tourna. Madame Dulac parut alarmée. « Je n'attends personne !» La servante apparut, les yeux écarquillés. « Madame, il y a un monsieur dehors. Il dit qu'il est venu rendre quelque chose. » Poirot s'avança. « Demandez-lui son nom. » La servante a disparu. Des instants passèrent. Puis elle revint, la voix incertaine. Il dit... Il s'appelle personne. Le visage de Poirot s'assombrit. « N'ouvrez pas la porte, » dit-il rapidement. Mais il était trop tard. Un craquement de charnière, un frisson d'air, et un homme entra dans l'entrée. Il était grand, mince, vêtu d'un pardessus couleur cendre. Ses yeux étaient bleu pâle, presque incolores, et il portait un chapeau à bords bas sur le front. Dans une main, il tenait une petite enveloppe. Il regarda d'abord Madame Dulac, puis Poirot. « Je n'ai rien contre toi, » dit-il à Poirot. Sa voix était plate, comme dénuée d'émotion. Poirot fit un pas en avant. « Et pourtant, tu la portes à sa porte. » L'homme l'ignora et se tourna vers Madame Dulac. « Tu as oublié? C'était ton péché. »« Je... » commença-t-elle, mais l'homme leva la main. Elle a oublié ce qui était dû. Et le passé, madame, se collectionne toujours. Poirot se plaça désormais entre eux. Vous vous expliquerez. Tout. De suite. L'homme le regarda, et pour la première fois, quelque chose changea sur son visage. Non pas de la colère, mais du chagrin, tendu comme une toile. « Je suis venu rendre ce qui avait été pris, » a-t-il déclaré. Et sur ce, il posa l'enveloppe sur la table et se tourna. Sans un autre mot, il recula dans la nuit et disparut. Madame Dulac s'effondra sur le canapé. Poirot attrapa l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie, froissée, décolorée, mais indubitable. Une jeune femme, le même visage que celui du caméo, tenant un bébé dans ses bras. Derrière elle se tenait un homme, ses traits masqués, mais sa présence imminente. Il y avait une deuxième note. « Je suis revenu. » Pour elle. Pour toi. Je suis revenu. Pour elle. Pour vous. Poirot plia soigneusement la photo et la glissa dans sa poche. Nous devons agir maintenant.
a-t-il déclaré, avant que ce passé ne devienne votre avenir. Plus tard, de retour à Whitehaven Mansion, Poirot posa la photo sur son bureau et la regarda jusque tard dans la nuit. J'étais revenu avant lui, et je l'avais trouvé ainsi, toujours comme une statue, le front plissé, d'un poids peu commun. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai demandé, il n'a pas répondu dans un premier temps. Puis il dit « Cela veut dire que nous n'avons plus affaire à un message. » J'ai froncé les sourcils. « Et alors ?» Il s'est tourné vers moi. « Nous traitons d'une réclamation. » « Une réclamation ?» Poirot tapota la photo. « Cet homme, il croit qu'il a perdu quelque chose. Il croit qu'elle l'a pris. Et maintenant, il revient non pas pour menacer, mais pour collecter. » Chapitre 5. L'homme appelait personne. Il était un peu plus de 7 heures le lendemain matin lorsque je trouvai Poirot déjà réveillé, tout habillé, et assis à la table du petit-déjeuner, lisant une fois de plus la lettre, celle laissée par l'homme dans le brouillard. Il toucha à peine son thé. « Bonjour, Hastings, » dit-il doucement, sans lever les yeux. « Tu as bien dormi ?»« Bien assez, » répondis-je, même si, en toute honnêteté, j'avais rêvé d'y voir brisés et de visages embués, d'une femme pleurant derrière un rideau qui ne se levait jamais. « Et toi ?» Il eut un léger sourire. « Je n'ai pas besoin de dormir quand j'ai du mystère pour compagnie. » Je me suis servi du café et je me suis assis en face de lui. Alors, cet homme, ce personne, qui est-il ? C'est mon ami, dit Poirot en tapotant l'enveloppe du bout délicat du doigt. C'est la question à laquelle j'ai l'intention de répondre avant que quelqu'un d'autre ne meure. Je m'arrêtais, surpris. « Tu penses qu'il est capable de... » Poirot leva la main. « N'assumons pas la violence, pas encore. Mais nous devons assumer le désespoir. Il a attendu longtemps, trop longtemps, une réponse qui, selon lui a été volée. » Il se leva brusquement. Et les hommes désespérés sont dangereux. Notre première visite a eu lieu au bureau d'enregistrement de Kensington. Poirot avait téléphoné pour demander accès aux actes de naissance et de baptême des années 1880 à 1902. Il fut conduit dans une petite salle de lecture par un employé portant des lunettes cerclées d'écailles et un air de déférence confuse. La mère de Madame Dulac est née Aimée Lavergne, a expliqué Poirot. Je recherche tous les enregistrements d'un enfant né sous ce nom, ou toute variante de celui-ci. Cela a pris du temps. Des tomes poussiéreux ont été récupérés, des archives, les pages étant délicatement tournées entre des mains gantées. Après 45 minutes, Poirot s'arrêta sur une seule ligne. « Là », murmura-t-il. Je me suis penché. L'entrée disait « Clara Lavergne ». Née le 2 mars 1902. Mère Aimée Lavergne. Père non répertorié. Baptisée paroisse Saint-Vincent, Clerkenwell. Mais Madame Dulac s'appelle Céleste, dis-je. En effet, elle est née en 1905. Ce qui signifie que Clara est arrivée en premier, puis a disparu des registres familiaux. Poirot se rassit sur sa chaise, les yeux brillants maintenant d'une intensité calme. Il y avait un enfant avant Céleste. Caché, effacé, peut-être, mais pas oublié. Nous avons quitté le bureau d'enregistrement et Poirot a hélé un taxi. « Paroisse Saint-Vincent », dit-il. « Clerkenwell. » L'église était un modeste bâtiment en pierre, niché entre des immeubles en briques et une chapellerie aux volets fermés. À l'intérieur,
Ça sentait l'encens et la cire à bois. L'air était calme et respectueux. Un prêtre nous accueillit. Le père Bellamy, un homme au regard bienveillant et à la prudence prudente. Oui, je me souviens du nom de Lavergne, dit-il après que Poirot ait expliqué notre enquête. Clara a été baptisée ici, mais elle n'a pas grandi dans la paroisse. Que lui est-il arrivé? Demanda Poirot. Le père Bellamy hésita. Je me souviens de chuchotements. La mère, Aimée, a amené l'enfant seul. Il n'y avait aucune mention du père, ni aucune adresse de retour. Elle était nerveuse, effrayée même. Elle a fait un don et est partie avant que je puisse demander grand-chose. Est-ce qu'elle a emmené l'enfant avec elle? Non, dit doucement le prêtre. Le bébé est resté. Il est parti avec une note demandant qu'on s'occupe d'elle et qu'on ne la rende pas à sa famille. En une semaine, elle a été adoptée. Les sourcils de Poirot se sont arqués. Adoptée par qui? Le père Bellamy consulta un registre et en sortit une page à l'encre passée, parent adoptif, Marguerite Gray, veuve. Madame Gray n'avait pas d'enfant. Elle vivait seule, aux abords de Beau. Elle a accueilli Clara. Elle a changé son nom de famille. J'ai perdu leurs traces après 1905. Poirot étudia longuement l'entrée. Merci, mon père. Alors que nous partions, il leva les yeux vers le clocher. Il n'y a pas de blessure aussi profonde, a-t-il déclaré, que d'être effacée. En fin d'après-midi, nous avons retrouvé la trace de la dernière adresse connue de Marguerite Gray. La maison avait été démolie depuis longtemps, mais une femme de l'épicier du coin se souvenait de son nom. Elle a eu un garçon? Dit la femme. Un type calme, il a grandi de manière étrange, il surveillait toujours les choses. Pas tout à fait bien dans sa tête, disait-il. Il a quitté la ville alors qu'il était à peine adulte. Un nom? Demanda Poirot. Simon, dit-elle, Simon Gray. Poirot se figea, puis il se tourna lentement. Simon, l'enfant biblique qui attend et n'est pas choisi. Ce soir-là, de retour à Whitehaven Mansion, Poirot se tenait devant la cheminée, une carte de Londres étalée sur le sol, des épingles et des fils marquant les points clés. Saint-Pétersbourg. Vincent, rue Montagne, théâtre d'Ulysse. J'ai versé 2 eaux-de-vie et lui en est tendu une. Ce Simon Gray. Tu penses que c'est l'homme du théâtre? Je crois qu'il est l'homme du brouillard. L'homme qui a signé son message avec personne. Poirot sirota son cognac. Il n'est pas fou, Hastings. Il est oublié, et c'est une folie puissante en soi. On frappa à la porte. Miss Lemon est apparue avec un télégramme. Poirot l'ouvrit, les yeux plissés alors qu'il lut. Réginald Venn, trouvée inconsciente. Au bureau, stop théâtre français. Stop rien volé. Stop Poirot plia le message. Cela a commencé, dit-il doucement. Nous arrivâmes au théâtre d'Ulysse en moins de 20 minutes. Le brouillard s'était à nouveau épaissi, enveloppant les réverbères d'une étrange aura dorée. À l'intérieur, le théâtre était sombre et froid. La police circulait partout, parlant à voix basse. Réginald Venn était allongé sur un canapé dans les coulisses, un bandage autour de la tempe, un agent de police à ses côtés. Il bougea lorsque nous entrâmes. « Je ne l'ai pas vu », murmura Venn. « Il est passé par l'arrière. Il a dit qu'il cherchait quelqu'un. Puis, l'obscurité. » « A-t-il dit un nom ?» demanda Poirot.
Vane hocha faiblement la tête. Clara, murmura-t-il. Poirot se tourna vers le gendarme. Fouillez le bâtiment. Chaque couloir, chaque escalier. Il est peut-être encore à l'intérieur. Nous avons suivi les agents dans les profondeurs du théâtre. Dans les salles de costumes, les placards à accessoires, derrière les appartements de la scène. Et puis, dans les ailes supérieures, nous l'avons trouvé. Un deuxième message, dessinés à la craie sur le plancher de la scène, des lettres tordues, mais indubitables. Je suis le miroir. Je suis le miroir. Poirot regarda l'écriture. Personne ne se voit clairement, murmura-t-il. Mais il croit que oui. Il se tourna vers moi, à voix basse. Simon Gray ne cherche plus de réponse, Hastings. Il croit qu'il est la réponse. Alors que va-t-il faire? Le visage de Poirot était sombre. Il reviendra vers la femme qui, selon lui doit la vie. Et Céleste. Poirot m'a regardé en face. Elle n'est plus une interprète dans cette histoire, Hastings. Elle en est la scène finale. Chapitre 6. Les fissures du miroir. Le lendemain matin, le brouillard ne s'était pas dissipé. Au lieu de cela, il s'était épaissi, se pressant contre les vitres des Whitehaven Mansion comme un voile de laine imbibé d'eau froide. Londres était devenue silencieuse sous son poids étouffant, et j'avais l'impression que la ville entière retenait son souffle. Poirot se tenait à sa fenêtre, immobile, une silhouette encadrée de gris. Son regard n'était pas tourné vers la rue en contrebas, mais vers quelque chose que lui seul pouvait voir, quelque chose d'inexprimé, d'irrésolu. Il est presque temps, dit-il enfin. J'ai levé les yeux de la table où j'avais disposé une pile de notes et de déclarations de témoins. Il est temps pourquoi? Pour que le miroir se brise. Il se tourna alors et se dirigea vers le bureau, où il déposa la photo que Simon Gray avait laissée. Aimée Lavergne, la femme désormais connue uniquement par le silence et la ressemblance, tenant dans ses bras un bébé que l'histoire avait pratiquement effacé. Simon se croit le fils de cette femme. Le fils. Abandonné, oublié, il tapota l'image fanée. Il est revenu non pas pour blesser Céleste Dulac, mais pour la récupérer. Je l'ai regardé. Tu veux dire qu'il pense qu'elle est sa sœur, dit Poirot. Ou quelque chose de pire. Il a vécu dans l'ombre, Hastings, dans des orphelinats, dans le silence. Il a imaginé une histoire dans laquelle elle était épargnée, chérie, et lui était jetée. Poirot se dirigea vers la cheminée, les flammes vacillant en orange sur la laine sombre de son costume. Et maintenant, il cherche l'équilibre. Il y eut un long silence entre nous. Puis j'ai demandé « Vous croyez qu'il va la tuer ?» La réponse de Poirot fut lente et délibérée. « Non, pas encore. Son plan n'est pas une vengeance, c'est une correction. Il veut qu'elle voie ce qu'il est devenu, le choisir maintenant, alors qu'elle ne le connaissait pas auparavant. » J'ai frissonné. C'est fou. La voix de Poirot était calme. Non, Hastings, c'est personnel. Il se dirigea vers son porte-manteau. Je dois aller au théâtre. Il y a un endroit où Simon Gray reviendrait. Une scène où il se sent vu. Je me suis levé aussi. Tu n'y iras pas seul. Poirot eut un léger sourire. Très bien, mon ami.
mais reste prêt. Et parle peu. Le théâtre du Lys a été fermé pour la journée, une pancarte manuscrite sur la porte indiquant « Fermé pour réparation ». Poirot s'était arrangé avec l'inspecteur Laurence pour qu'un agent soit posté discrètement à l'entrée arrière. À l'intérieur, le hall principal était sombre, à l'exception d'un rayon de lumière tamisé filtrant à travers une déchirure du rideau de velours. Céleste Dulac était au centre de la scène, répétant seule. Elle ne portait aucun costume, seulement un manteau bleu marine sur une robe en soie pâle. Sa voix, claire et triste, s'éleva légèrement alors qu'elle répétait un passage de sa prochaine production. Ses yeux restaient fixés sur une seule chaise, au premier rang, le siège 3C. Poirot s'approcha du bord de la scène, mais ne l'interrompit pas. Lorsqu'elle s'est finalement retournée et nous a remarqués, elle a fait un petit signe de tête. « Je pensais que tu pourrais venir. »« Nous devions être sûrs que vous étiez en sécurité, madame, » a déclaré Poirot. « Il y a eu une autre intrusion. » Elle ferma brièvement les yeux. « Je sais. » Poirot s'avança. « Vous l'avez vue ?» Elle hocha la tête. « Hier soir, après le départ des agents, je suis revenu chercher mon scénario. Je l'ai trouvé dans le couloir. » Debout sous la lampe à gaz, il n'a pas parlé, il a seulement tendu la main. « Qu'est-ce que tu as fait, l'Iran ?» Poirot soupira. « Il ne disparaîtra pas, madame. Vous devez lui faire face, avec nous à vos côtés. » Céleste baissa les yeux sur ses mains, étroitement serrées. « Que me veut-il » Poirot répondit gentiment. « Pour rester dans les mémoires, pour être choisi, et peut-être pour être pardonné. » Un son résonna alors dans la salle, un léger déclic, comme celui d'une porte qui se ferme au loin de la scène. Poirot se tourna brusquement. « Cela venait de la galerie supérieure, » dit-il. Il fit signe à Hastings et nous nous dirigeâmes prudemment vers les coulisses, laissant Céleste sur scène comme si elle ignorait notre présence. Poirot fit signe aux gendarmes de rester à l'entrée du hall et monta silencieusement l'escalier étroit qui menait au système d'éclairage et à la passerelle au-dessus de la scène. Là, accroupi dans l'ombre, se trouvait Simon Gray. Il était penché près du boîtier du projecteur, les yeux pâles fixés sur Céleste à travers une fente du rideau. Il ne se retourna pas lorsque Poirot approcha. « Elle lui ressemble, » dit-il doucement. « La même bouche, les mêmes cheveux quand ils ne sont pas épinglés, les mêmes mains. » Poirot ne répondit pas au début. Puis doucement, « Vous l'avez vue grandir de loin ?»« Je l'ai vue une fois, » murmura Simon. « Quand j'avais 16 ans, je l'ai suivie, elle et sa mère, dans les jardins de Kensington. Elle a ri. Je pensais, peut-être qu'elle se souviendrait de moi. » Il fit une pause. Elle ne l'a pas fait. Poirot s'approcha. « Ta mère, Aimée Lavergne, a fait un choix. » « Un choix qui t'a blessé. » Mais Céleste ne le savait pas. La voix de Simon s'éleva, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus cassant. Elle portait le médaillon. Elle portait son visage, comme une couronne. Elle était tout ce que je n'étais pas. Et elle ne s'est jamais demandé pourquoi. Poirot était immobile, les mains jointes. Tu voulais lui rappeler. Je voulais qu'elle voie. Poirot dit. Et si elle le fait? Simon le regarda alors, vraiment regardé, pour la première fois,
des yeux pleins de quelque chose d'enfant et de cru. « Alors je vais arrêter, » murmura-t-il. En bas, Céleste traversa la scène, ignorant les deux personnages au-dessus. Poirot dit doucement « Descends. » « Parle-lui. » Simon hésita. Puis lentement, silencieusement, il se releva. Nous avons attendu dans les coulisses, pendant que Poirot conduisait Simon dans l'étroit escalier. Céleste se tenait au centre de la scène, alors que l'homme approchait. Et pendant un instant, ce fut comme si une scène étrange se jouait, non scénarisée, incertaine. Poirot se tenait sur le côté, observant attentivement. Simon s'arrêta à quelques pas d'elle. Puis, les mains tremblantes, il fouilla dans son manteau et en retira quelque chose de petit, l'autre moitié du camée, le fragment manquant. Il l'étendit silencieusement. Céleste le prit, les yeux écarquillés. Elle le regarda, et soudain, et c'était peut-être impossible, elle sourit. « Je m'en souviens maintenant, » dit-elle doucement. « Une photo dans le tiroir de ma mère. Un nom... Simon. » Il n'a rien dit. Il a seulement hoché la tête. Le silence fut long. Puis Poirot s'avança. « Ce n'est pas la fin, Simon, » dit-il, « mais il n'est pas nécessaire que ce soit une destruction. » Venez avec nous. Que la vérité soit dite. Simon baissa les yeux. Il hocha la tête, et finalement, le miroir s'est brisé. Non pas avec violence, mais avec compréhension. Chapitre 7. Fantôme dans les ailes. Pour la première fois depuis des semaines, le théâtre d'Ulysse tomba dans le silence. Non pas le silence d'un rideau sur le point de se lever, mais le silence de quelque chose qui était déjà terminé. Après la capitulation inattendue de Simon Gray et la reconnaissance discrète de son lien par Céleste Dulac, le danger immédiat semblait s'atténuer. L'inspecteur Lawrence a organisé les soins temporaires de Simon dans un hôpital privé près de Richmond, où il devait être observé sous une surveillance douce plutôt que dans une cellule froide. J'aurais pensé Poirot satisfait. Et pourtant, lorsque je l'ai rejoint le lendemain matin au petit déjeuner, je l'ai trouvé plongé dans la contemplation, assis le dos droit, les doigts croisés sous le menton. Il n'avait pas touché à son toast. Il ne lisait même pas le journal, chose tout à fait inhabituelle. « Tu es troublé ?» dis-je en versant son thé. Poirot cligna des yeux et sourit faiblement. « Mon ami, tu me connais trop bien. » « Est-ce Simon ? Il n'est sûrement plus une menace. » « Ah, mais la menace est comme le parfum, Hastings. Elle persiste après le départ de celui qui la porte. » Il se leva et se dirigea vers la cheminée, où la photographie d'Aimé Lavergne reposait toujours à côté des morceaux brisés du camée. « J'ai examiné les fragments, » a-t-il déclaré. Et le message laissé pour compte « Je suis le miroir. Je suis le miroir. » J'ai hoché la tête. Vous pensez que Simon l'a écrit? Poirot fit une pause. Est-ce que je? C'est la question. Ils sont comme Simon. La métaphore convient, mais l'exécution... Il fit un geste vers les notes que nous avions rassemblées. Les messages précédents de Simon. Tu as menti, souvenir était bref, émouvant, presque enfantin. Mais celui-ci, c'est calculé, symbolique, comme une mise en scène pour un effet maximum. J'ai froncé les sourcils. Vous suggérez à quelqu'un autre je l'ai laissé? Poirot hocha la tête. Je crois que Simon a été manipulé.
pas pour qu'il agisse, peut-être, mais pour qu'il agisse. Timing. Quelqu'un a redonné vie à sa douleur. Quelqu'un qui savait que le camé serait un symbole. Qui connaissait l'histoire familiale de Céleste? Qui a attendu le moment où le théâtre était le plus exposé? Et qui ferait une chose pareille? Le visage de Poirot devint solennel. C'est, Hastings, ce que nous devons découvrir. Nous sommes retournés au théâtre cet après-midi. L'odeur du cirage persistait dans le hall et une équipe de nettoyage se déplaçait tranquillement dans les allées, époussetant les chaises en velours. L'endroit n'était plus menaçant, mais s'estompait, comme un acteur après l'extinction des projecteurs. Poirot a de nouveau demandé l'accès au vestiaire de Céleste Dulac. Là, il passa près d'une demi-heure à étudier le tiroir, la serrure et les fissures des boiseries derrière le miroir. Il mesura avec une règle en argent, fit les 100 pas jusqu'au coin le plus éloigné, puis se tourna brusquement. « Je le pensais, » dit-il. Il s'accroupit et se pressa doucement contre une partie du mur. Avec un cliquet, un petit panneau céda. Un espace étroit, large d'environ 2 pieds, s'ouvrait derrière le mur, juste assez pour qu'une personne puisse s'y faufiler. Un couloir caché, dis-je. Tu avais raison. Poirot regarda à l'intérieur. Un petit tabouret était soigneusement rangé dans le coin, comme si quelqu'un s'y était assis en secret. Quelqu'un a été regarder elle, a déclaré Poirot. Pas seulement récemment. Depuis un certain temps, j'ai senti un froid parcourir ma colonne vertébrale. Tu penses que Simon est venu ici? Non, répondit Poirot. Simon Gray aurait fait irruption dans sa vie non cachée dans les murs. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un de théâtral. Quelqu'un avec un goût pour la lente révélation. Poirot examina les murs à l'intérieur de l'alcôve. De légères marques au crayon étaient griffonnées le long de la poutre en bois. De petits croquis, un œil, une rose, un médaillon divisé en 2. Et pourtant, dit-il doucement, ce ne sont pas les dessins d'un homme qui complote sa vengeance. Ce sont les symboles de la mémoire. Il se retourna. Nous devons parler avec Evelyne Ingram. Nous avons trouvé Miss Ingram au rayon costume, ajustant un délicat col en dentelle pour son prochain rôle dans Les Amoureux de Florence. Ses cheveux étaient attachés en chignon, ses joues rougies par l'effort. Elle s'est redressée en nous voyant. « Monsieur Poirot, dit-elle, est-ce que tout va bien ?»« Pour l'instant, dit-il. Mais je voudrais vous poser une question, sans prétention, mademoiselle. » Elle hocha la tête. Poirot s'approcha. « Savez-vous qui est Simon Gray ?» Les lèvres d'Evelyne s'entr'ouvrirent. Elle hésita juste une seconde de trop. « J'ai entendu le nom. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle rougit, puis baissa les yeux. « Je savais que quelqu'un se cachait dans le théâtre, » dit-elle doucement. « Je l'ai vu une fois, il y a des semaines, se faufiler dans le couloir et... Je ne l'ai dit à personne. Je pensais que c'était peut-être un squatteur ou quelqu'un obsédé par Céleste. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Tu... n'as pas pensé à en parler? » Je... balbutia-t-elle. Je suppose que je pensais que c'était romantique. Romantique? Pas le danger, mais le mystère. Cet homme qui regardait depuis l'ombre, obsédé par quelqu'un si loin au-dessus de lui. C'était comme une histoire.
La voix de Poirot se fit plus aiguë. Une histoire que vous avez contribué à façonner. Ses yeux s'écarquillèrent. Non, je ne lui ai jamais parlé. Avez-vous laissé le message sur scène? Je suis... C'est le miroir? Elle secoua vivement la tête. Non, je ne l'ai pas fait. Je le jure. Poirot la regarda un long moment. Puis il s'adoucit. Je te crois. Mais quelqu'un d'autre est ici depuis plus longtemps que nous l'imaginions. Il s'est détourné. Il y a encore une personne que nous n'avons pas interrogée correctement. Je l'ai regardée. Claude Marchand. Claude Marchand était dans la salle verte, assis avec un journal dans une main et un cognac dans l'autre. Ses yeux sombres se sont levés lorsque nous sommes entrés. S'il s'agit d'une autre enquête sur le camé perdu de Céleste, je crains de n'avoir rien d'autre à ajouter. Poirot s'approcha de lui. Et pourtant tu sembles toujours être présent, monsieur, toujours près de la porte par laquelle elle entre, toujours la dernière à quitter la répétition, toujours à regarder. Marchand haussa un sourcil. Je l'admire. Est-ce un crime? Vous admiriez aussi sa mère, n'est-ce pas? L'expression de Marchand se figea. Continua Poirot, d'une voix comme une lame. Vous avez connu Aimée Lavergne. Il y a des années. Avant la guerre, elle se produisait à Marseille. Vous l'avez suivie alors? C'était il y a toute une éternité, dit doucement Marchand. Et quand elle a quitté la scène, vous avez suivi sa fille. Poirot sortit de sa poche une petite carte, vieillie et cassante. Il portait le nom de Marchand griffonné à côté d'une réservation de théâtre de l'Étoile, 1902. Tu étais là, la semaine de la naissance de Clara. Les mains de Marchand se resserrèrent. Je n'ai jamais touché cet enfant. Je ne dis pas que vous l'avez fait, répondit Poirot. Mais toi savais. Vous saviez qu'Aimée avait un enfant qu'elle ne reconnaîtrait jamais. Vous saviez que le camé de Céleste était celui de sa mère. Et quand Simon Gray a commencé à se cacher près du théâtre, vous lui avez donné un coup de coude. Je n'ai rien fait de tel. Vous n'étiez pas obligé. Vous avez simplement laissé la porte entr'ouverte. Un nom murmuré ici, une lettre. Glissez là. Une histoire encouragée. La voix de Poirot baissa. Vous avez vu une tragédie se dérouler, non pas en tant que méchant, mais en tant que public. Et maintenant, monsieur, le rideau tombe sur vous. Ce soir-là, Claude Marchand démissionne discrètement du théâtre du Lys. Aucune accusation n'a été portée, mais il a quitté Londres sans rien, ni sa réputation, ni ses contrats, et surtout pas le pardon de Céleste Dulac. Poirot regarda depuis l'ombre des marches du théâtre Marchand disparaître dans un taxi. Il se croyait dramaturge, murmura-t-il, mais il ne jouait qu'avec des vies. Je me tournai vers lui. Est-ce que c'est fini? Poirot regarda vers la porte du théâtre. Presque. Il tenait entre ses doigts le dernier fragment du camé brisé. Une dernière pièce à restaurer. Chapitre 8. La dernière lettre. Le lendemain, le soleil arriva enfin. Elle coulait à travers les fenêtres des Whitehaven Mansion avec une chaleur peu commune, scintillant sur les garnitures en laiton et dansant faiblement sur la théière en argent poli de Poirot. Pourtant, la luminosité n'a pas contribué à alléger l'ambiance intérieure. Poirot était assis à son bureau, examinant une fois de plus
la photo d'Aimé Lavergne. Maintenant, à côté, se trouvait le camée presque complet, ses pièces d'ivoire réassemblées comme un puzzle de mémoire. Un seul fragment manquait. Et Poirot, je pouvais le voir, pensait que c'était plus qu'un éclat d'ivoire. C'était le morceau qui rendait l'ensemble du tableau clair. Enfin, il se tourna vers moi. Nous sommes si proches, Hastings, si proches de la vérité, et pourtant nous encerclons toujours la réponse finale, comme un danseur évitant le centre de la scène. J'ai remué mon thé. Je pensais que Claude Marchand était le dernier obstacle. Poirot hocha lentement la tête. Il était la main qui poussa Simon en avant, mais il n'en était pas l'architecte. Les motivations, la culpabilité, la honte, tout cela a commencé avant même le retour de Marchand à Londres. Il tapota la photo. Ça a commencé avec Aimé Lavergne, et ça doit finir avec elle aussi. Il était presque midi lorsque Poirot nous demanda de rendre visite à Madame Dulac une fois de plus. Depuis sa rencontre avec Simon, elle s'était enfermée dans sa maison, évitant le théâtre et la presse qui commençaient à chuchoter au sujet d'un admirateur mystérieux et d'un scandale derrière les rideaux. Nous l'avons trouvée dans son salon, assise près de la fenêtre, avec un livre à moitié lu sur ses genoux. Son visage était pâle, mais sa voix était calme. « J'ai essayé de me souvenir davantage, » dit-elle doucement, avant même que nous nous asseyions. « À propos de ma mère, son passé, les histoires qu'elle racontait, tant d'histoires inachevées. » Poirot sourit doucement. « Parfois, l'esprit n'oublie pas. Il attend simplement le bon moment pour se souvenir. » Elle hésita, puis fouilla dans une petite boîte à souvenirs posée sur la table à côté d'elle. Elle en sortit une enveloppe pliée, usée par le temps et cassante au coin. « J'ai trouvé ceci derrière un tiroir de sa vanité. Je ne pense pas qu'elle voulait que ce soit lu. » Poirot l'accepta avec respect. Il déplia lentement le papier et lut à ma fille, si jamais elle avait besoin de la vérité. Tu n'étais pas mon premier. Il y en avait un autre. Son nom était Simon, et il est né d'un amour qui s'est transformé en peur. Je l'ai trahi parce que je ne voyais pas de vie pour lui dans un monde où son père régnait. Il était gentil, cet enfant. Calme. Je l'ai pleuré jusqu'à ce que mes larmes soient sèches. Mais je n'ai plus jamais cherché, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais peur de ce qu'il deviendrait sans moi. Pardonne-moi. » Aimé Poirot plia la lettre et la remit entre les mains de Céleste. Elle craignait son propre échec, a-t-il déclaré. Et alors, elle l'a enterré. Céleste regardait la page comme si elle parlait encore. « Je ne sais pas quoi faire avec ça, » murmura-t-elle. « Ça change tout ?»« Non, » dit doucement Poirot. « Il explique tout. Ce n'est pas pareil. » Elle leva les yeux, la voix tremblante. « Il est toujours là-bas, Simon. Il pourrait revenir, demandez-en plus. » Poirot secoua la tête. « Il ne le fera pas. Vous lui avez déjà donné ce qu'il cherchait, la reconnaissance, la vérité. Son histoire n'appartient plus à l'ombre. » Céleste resta longtemps silencieuse. Puis elle a dit « Veux-tu tout dire à la police ?» Poirot considéra la question avec une gravité que j'avais déjà constatée à maintes reprises. Puis, lentement, « Non. Il n'y a plus de crime à punir,
Aucune loi ne peut expliquer le chagrin Tacite. Elle expira comme si un grand poids s'était finalement détaché de sa poitrine. Nous avons quitté sa maison en silence. Alors que nous entrions en fin d'après-midi, j'ai dit « Vous êtes certain que Simon n'essaiera plus de la recontacter ?» Poirot fit un petit signe de tête. Il a trouvé sa réponse. Il n'est pas venu pour faire du mal, mais pour être vu. Et Céleste l'a vu, non pas comme un étranger, mais comme quelque chose qu'elle n'avait jamais nommé. Il s'arrêta au bout de la rue, puis désigna une boîte aux lettres dans un coin. « Il y a une chose que je dois faire, Hastings. » Il sortit une enveloppe de son manteau et la glissa dans le courrier. Au dos, il y avait un seul mot. « Claire. » « À Simon ?» J'ai demandé. « Non, » dit Poirot, au nom qu'il n'a jamais pu garder. Ce soir-là, de retour à Whitehaven Mansion, Poirot retourna à son bureau et plaça soigneusement le dernier fragment du camée brisé, le morceau récupéré dans la poche du manteau de Simon, à sa place. La figurine était désormais complète, une femme de profil, noble et solennelle. Mais sur son épaule, avec un léger sourire et des bras lâchement enroulés autour de son cou, se trouvait un deuxième visage, à peine reconnaissable. « Un enfant, j'ai haleté, ce n'était jamais seulement elle, dis-je. La sculpture représentait la mère, et l'enfant ?» Poirot hocha la tête. « La vérité a toujours été là, mon ami, juste en morceaux. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Où la nuit était enfin tombée sur Londres. Pas de brouillard. Aucune ombre. J'ai demandé « Pensez-vous que Céleste reviendra sur scène ?» « Elle le fera, » a déclaré Poirot. « Mais elle n'agira plus de mémoire. Elle jouera avec connaissance. » Il fit une pause. C'est ce qui différencie la tragédie de la farce, Hastings. Une pièce est une farce quand aucun des personnages ne sait ce qu'ils font. Elle devient tragédie quand ils le savent et ne peut toujours pas changer la fin. Je n'ai rien dit, laissant ces paroles planer dans le silence. Finalement, Poirot se retourna et éteignit la lampe. « Viens, » dit-il. « Le spectacle est terminé. » Et même si le rideau n'était pas encore tombé au théâtre d'Ulysse, je savais, sans aucun doute, que le mystère du camée brisé avait joué sa note finale. Chapitre 9. Une vérité en ivoire. Le matin qui a suivi notre visite chez Madame Dulac, j'ai trouvé Poirot déjà préparé pour le voyage, sa petite valise en cuir fermée, ses gants soigneusement pliés à côté de sa canne et sa moustache cirée avec une précision qui n'indiquait qu'une chose. La résolution arrivait. J'ai écrit à l'exécuteur testamentaire de Marguerite Gray, dit-il en me tendant mon pardessus. C'est, vous vous en souviendrez, c'est la femme qui a adopté Clara Lavergne. J'ai cligné des yeux. Mais Simon Gray ? Poirot leva le doigt. J'ai supposé qu'il était cet enfant. Il était adopté par Madame Gray. Mais, et s'il n'était pas le seulement un, je me suis arrêté net. Vous croyez qu'il y avait 2 enfants ? Je crois, a déclaré Poirot, avec une note tranquille de finalité. Que la vérité est plus compliquée que Simon n'aurait jamais pu l'imaginer. Nous avons pris le premier train pour Harrow, où Madame Gray avait vécu jusqu'à sa mort 2 ans auparavant, dans une maison en pierre altérée nichée au bord d'une ruelle appelée Bellman's Hollow. Sa succession était modeste, mais l'avocat, un certain M. Edwin Latchley, avait accepté de nous rencontrer dans son cabinet dans un bref délai, intrigué par le nom d'Hercule Poirot
et visiblement friand de mystère. « Ah oui, Madame Gray, dit Latchley en versant le thé d'une main instable. Une femme sévère, bien sûr, tranchante comme une épine, mais gentille en dessous. Aucune famille vivante, lors de son décès, a laissé la maison et son contenu à l'église. » Poirot hocha poliment la tête. « Monsieur, vous avez accès à son dossier d'adoption ? » Oui, dit-il en ouvrant une boîte à dossiers en métal vert et en sortant un dossier jauni. Elle a officiellement adopté un enfant par l'intermédiaire de Saint-Vincent en 1902, nommé Clara Lavergne. Elle l'a renommée Clara Gray. Poirot haussa un sourcil. « Clara, pas Simon ?» Latchley secoua la tête. « Non, monsieur, Simon est venu plus tard. De manière informelle, vers 1909, trouvé errant près de Spitalfields, mince comme un os, à peine parlant. Elle l'a accueilli, mais il n'a jamais été légalement enregistré sous son nom. » Les yeux de Poirot brillèrent. Alors Clara était réelle. Oui. Mais elle est morte, j'en ai peur. En 1910, la scarlatine. J'ai senti mon souffle s'arrêter. Donc, Simon n'était pas son enfant biologique. Pas à ma connaissance, a déclaré Latchley. Elle les a toujours traités comme les siens, mais elle les a appelés différemment. Clara comme sa fille, Simon comme son pauvre errant, jamais cruellement. Juste, précisément. Poirot restait immobile, le regard lointain. « Merci, monsieur, dit-il enfin. Vous m'avez donné le dernier morceau. » Alors que nous quittions le bureau de l'avocat, je me tournai vers Poirot, abasourdi. Simon croyait qu'il était l'enfant d'Aimé Lavergne. Il pensait que le caméo était de son maire. Poirot hocha la tête. Mais ce n'était pas le cas. Clara Lavergne, la sœur aînée de Céleste, était réelle. La sculpture représentait Aimé et Clara. Le camé était un héritage familial gardé en deuil. Mais Simon a trouvé le médaillon. Il a vu la ressemblance de Céleste. Il a supposé, il a construit une histoire à partir de fragments. Hastings, un enfant abandonné, élevé dans le silence, désespéré d'avoir une histoire. Et quand il a trouvé les vieux documents de Clara, peut-être après la mort de Madame Gray, il a cru qu'ils étaient sons. J'ai expiré lentement. Mais ce n'était pas le cas. Non, dit doucement Poirot. Ils appartenaient à une sœur décédée avant même de pouvoir être connue, une fille dont le nom était gravé dans l'ivoire et caché. Et Céleste, elle ne l'a jamais su. C'est exact. Aimé a caché l'existence de Clara, même à sa deuxième fille. Peut-être par culpabilité. Peut-être pour protéger sa nouvelle famille. Mais ce faisant, elle a refusé à Simon la seule chose dont il avait besoin. « Vérité, murmurai-je. » Poirot s'arrêta sur le chemin de pierre, regardant vers un cimetière bordé d'arbres, à la limite de Harrow. « Oui, dit-il, et c'est la plus grande cruauté. » De retour à Londres, Poirot envoya une dernière lettre à Simon, toujours soigné à l'hôpital de Richmond. La lettre était courte, honnête et claire. Simon Gray, vous avez été pris en charge, mais pas par la mère que vous imaginiez. Madame Marguerite Gray vous a accueilli avec compassion, non pas par sang, mais par conscience. L'enfant d'Aimé Lavergne, Clara, est décédée en 1910. Le camé que vous avez brisé n'était pas celui de votre mère, mais de votre sœur et de la sienne. Vous n'êtes pas né de cette famille,
mais vous en êtes devenu l'écho. La douleur que vous ressentez est réelle, mais il ne s'agissait jamais d'une trahison. C'était une erreur de temps, de silence et d'envie. J'espère que vous trouverez la paix en connaissant la vérité. Hercule Poirot, il a scellé l'enveloppe et me l'a tendue sans un mot. Puis, finalement, il retourna à sa chaise et s'autorisa un soupir. C'est fait, Hastings. Je m'assis en face de lui en absorbant le poids. Il se croyait un miroir, dis-je. Mais il cherchait seulement son reflet chez les autres. Poirot sourit. Faiblement, comme nous tous, mon ami. Ce soir-là, nous avons été surpris par un coup à la porte. C'était Céleste Dulac. Elle se tenait sur le seuil, enveloppée dans un manteau bleu marine, les mains tremblant légèrement. Elle tenait quelque chose, enveloppé dans un mouchoir. Poirot se leva. « Je ne savais pas à qui d'autre le donner », a-t-elle déclaré. Elle s'avança et déballa le mouchoir, révélant le camée restauré, son ivoire scintillant faiblement à la lumière de la lampe. « Je ne peux pas le porter, » dit-elle doucement, « mais il ne faut pas l'enterrer. » Poirot l'accepta des deux mains, avec autant de respect que s'il s'agissait d'une relique sacrée. Il sera gardé en sécurité. Elle s'attarda encore un moment. « Croyez-vous qu'il comprendra, Simon ?» Elle hocha la tête. Poirot a déclaré « Je crois qu'il le fait déjà. » Elle offrit un petit sourire fatigué. Puis elle s'est retournée et a disparu dans la nuit londonienne. Plus tard, alors que nous étions assis en silence, Poirot a placé le camée dans une petite boîte en bois, l'a verrouillé avec une clé avant de le ranger dans le tiroir de son bureau. « Là, dit-il, une histoire complète. » J'ai regardé par la fenêtre, où les étoiles étaient enfin revenues à Londres. Et de quel genre d'histoire s'agissait-il? Poirot se pencha en arrière. Une tragédie réécrite, pas effacée, mais racontée. Il ferma les yeux. La justice ne porte pas toujours une robe, Hastings. Parfois, elle porte le souvenir. Chapitre 10. Rappelle le rideau final n'est pas tombé sous les applaudissements, mais dans le silence. Cela faisait presque une semaine que Céleste Dulac avait remis le camée restauré à Poirot. Un cadeau de clôture, peut-être, ou de capitulation. Depuis, la ville a retrouvé son rythme naturel. Les théâtres bourdonnaient à nouveau d'impatience et de ragots. Les journaux étaient passés à de nouveaux scandales. Le brouillard, bien qu'il revienne le soir, ne persistait plus comme un linceul peint et pourtant quelque chose avait changé. Tranquillement, irrévocablement, Poirot avait repris ses routines habituelles, petit déjeuner méticuleux, promenade soignée et polissage quotidien de la brosse à cheveux à dos argenté sur la cheminée. Mais j'ai remarqué que ces moments de réflexion duraient plus longtemps. Il s'arrêtait près de la fenêtre avec un froncement de sourcils pensif ou se tenait devant son bureau comme s'il attendait une voix qui avait cessé de parler. Par un beau mardi matin, je suis revenu du courrier avec une lettre marquée de « Richmond. C'est de Simon, dis-je. » Poirot le prit doucement et l'ouvrit avec précaution. La note à l'intérieur était brève. « Monsieur Poirot, je ne sais pas qui je suis. » Mais je sais maintenant qui je ne suis pas. C'est quelque chose. Je rêve moins. Je parle davantage. Je souris parfois. Je ne vous remercierai jamais. Mais je me souviendrai de toi. Personne Poirot plia la lettre, la posa sur le bord du bureau.
et resta silencieux pendant un moment. Puis, doucement, « C'est assez. » Je n'ai offert aucune réponse. J'ai senti qu'aucun n'était nécessaire. Cet après-midi-là, nous sommes retournés au théâtre d'Ulysse. Madame Dulac nous avait envoyé des invitations à la première de sa nouvelle production, La Dame. Perdue, une tragédie poétique de perte et de redécouverte, nouvellement adaptée pour la scène. Le théâtre a été restauré pour retrouver tout son glamour. Des roses fraîches ornaient le hall, les lustres brillaient comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années, et un silence de révérence remplissait l'espace comme une respiration retenue. Alors que nous prenions place au premier rang, cette fois, j'ai jeté un coup d'œil vers le 3C. Il est resté vide. Poirot, remarquant mon regard, sourit faiblement. Certaines chaises doivent rester inoccupées, Hastings. Ce sont les fantômes avec lesquels nous faisons la paix. Les lumières se sont atténuées. Le rideau se leva, et elle était là, Céleste Dulac, transformée une fois de plus en quelqu'un d'autre, et encore plus ce que je ne l'avais jamais vu. Sa voix remplit la salle, chaleureuse et blessée. Au début de la pièce. Mais malgré toute sa beauté, mon attention a dérivé. J'ai observé Poirot pendant qu'il regardait la scène, non pas en tant que critique, mais en tant que personne à la recherche de l'harmonie après la dissonance. Il ne se pencha en avant qu'une seule fois, pendant un moment où l'héroïne plaçait un médaillon cassé sur le rebord d'une fenêtre et s'en éloignait. Plus tard, lorsque le rideau tomba et que les applaudissements tonnèrent, Poirot ne se leva pas. Il applaudit doucement, poliment, mais son esprit, je le savais, était déjà tourné vers l'intérieur. Après la représentation, nous avons été invités dans les coulisses. La salle verte bourdonnait de félicitations, de rires et de bouquets remis d'inconnu à inconnu. Céleste se tenait seule devant le miroir, se tamponnant doucement le coin des yeux avec un mouchoir. Elle s'est retournée à notre approche. « Vous êtes venu, dit-elle simplement. »« Tu étais magnifique, lui dis-je. » Elle sourit, fatiguée et reconnaissante. « Je n'ai pas joué. » Je m'en suis souvenu. Poirot hocha la tête. « Vous vous en souvenez ? » ?»« Bien, madame. Et ce faisant, vous avez donné la parole à ceux qui n'ont jamais été entendus. » Elle se tut. « Croyez-vous qu'il reviendra ? » ?»« Simon ?» Poirot secoua la tête. « Non. Il a tiré sa dernière révérence. » « Il vivra maintenant, dans un endroit où il n'a pas besoin de se produire. » Elle étudia son reflet. « Pensez-vous qu'il aurait été gentil ?» Poirot réfléchit à cela. « Je pense qu'il l'était déjà. » Un long silence s'écoula. Puis Céleste fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe scellée. « C'est arrivé ce matin, » dit-elle. « Pas d'adresse de retour, pas d'écriture manuscrite. Juste ça. » Elle le tendit à Poirot. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un croquis. Un dessin au crayon sur papier grossier. C'était du théâtre. D'Ulysse, mais pas comme maintenant, comme autrefois, moins poli, un peu tordu, mais incontestablement aimé. Et assis au 3e rang, seul, se trouvait un personnage tenant un œillet. Aucun message, pas de nom, juste de la mémoire. Poirot lui rendit l'enveloppe. « Encadrez-le, » dit-il doucement. « Mais pas pour la scène. »« Pour votre maison. » Elle hocha la tête, les larmes pas encore tombées dans ses yeux. Nous avons quitté le théâtre et parcouru les rues tranquilles de Londres,
les lampes à gaz clignotant faiblement au crépuscule. Aucun de nous n'a parlé pendant un certain temps. Finalement, j'ai dit « C'est une chose curieuse, Poirot. Tant de cas que vous avez résolus, des voleurs, des meurtriers, des maîtres chanteurs. Mais celui-ci, il sourit. Celui-ci n'avait pas de criminel, seulement de la douleur. Et pourtant, dis-je, vous l'avez poursuivi avec la même précision. » Poirot fit un petit signe de tête. Parce que les plus grands mystères, Hastings, ne résident pas dans ce que font les gens, mais dans pourquoi ils le font. Il s'est tourné vers moi. Simon n'était pas méchant. Il était fracturé. Élevé dans le silence, il a créé du sens là où il n'y en avait pas. C'est ainsi que les gens survivent, mon ami, en inventant leur passé quand la vérité est niée. Nous nous sommes arrêtés au coin de Whitehaven Mansion. Je l'ai regardé. L'avez-vous plaint? Poirot sourit faiblement. Je l'ai respecté. Nous montâmes les marches, entrâmes dans l'appartement, et, comme il le faisait toujours après une affaire, Poirot se dirigea vers son bureau et sortit le dossier. Il a écrit, en écriture fine, le titre sur le devant. Le cas du camé brisé, puis il ferma le dossier. « Je ne publierai pas celui-ci, a-t-il déclaré. Non, il secoua la tête. C'est une histoire qui appartient à ceux qui l'ont vécue. Que le public lise les meurtres et les mobiles. Cette histoire n'était pas pour le spectacle, c'était pour souvenir. Il ouvrit le tiroir et plaça le dossier à l'intérieur, à côté de la boîte en bois scellée contenant le camé. Je me tournai vers lui. « Veux-tu garder le médaillon ?»« Pour l'instant, » dit-il. « Jusqu'à ce qu'il soit oublié naturellement. » Non pas par la force, mais par la paix. L'horloge sonna 10 heures. Poirot se leva et commença à préparer sa tisane. Il me regarda une fois de plus. Nous recherchons la vérité, Hastings, toujours. Mais quand nous la trouvons, nous devons aussi... Laisse-le reposer. J'ai hoché la tête lentement. Et alors que la nuit s'approfondissait et que les lumières du théâtre s'éteignaient enfin à travers la ville, je savais, aussi sûrement que je connaissais le tic-tac de cette horloge, que cette histoire ne s'était pas terminée avec un coupable menotté ou un coup de feu dans le noir. Cela s'était terminé par quelque chose de plus rare, compréhension. Et pour Hercule Poirot, l'homme le plus précis et le plus logique, c'était peut-être la plus belle justice de toutes.